Du plus loin que je me rappelle, j'ai souffert de toute la misère qui m'apparaissait dans le monde. Schweitzer fut un précurseur avec les défauts de son temps, c'est-à-dire la période coloniale qu'il a formidablement représentée dans ce qu'elle avait peut-être, non pas de plus beau, mais une part assez belle. Ça, c'est très clair. Finalement, Schweitzer était d'abord un très beau personnage, une figure de l'humanisme médical français très forte, avec évidemment le défaut du temps, c'est-à-dire que le temps était colonial, que la période était colonialiste, et donc il a procédé et il a été une des plus belles figures de proue de ce colonialisme-là, au sens le plus noble du terme. Il y avait d'autres médecins avant lui, il y a une tradition, n'est-ce pas, de médecine exportée, de médecine de la main tendue, de services rendus aux hommes. Alors, dans ce temps-là, Schweitzer a été l'archétype, le symbole, le modèle. C'est en Haute-Alsace, dans la petite ville de Kaysersberg, que je suis né le 14 janvier 1875. La question du droit au bonheur fut la deuxième grande expérience de ma vie. Elle vint s'ajouter au choc produit par le spectacle de la souffrance qui avait accompagné toute mon enfance. En 1913, j'avais construit mon hôpital sur le petit emplacement mis à ma disposition par la mission évangélique sur le terrain de la station de Lambaréné. Plus tard, le nombre de malades ne cessant d'augmenter, l'emplacement primitif se révéla trop petit. Il fallut construire l'hôpital sur un autre terrain, situé un peu en amont de la station missionnaire. Puis, pendant toute une série d'années, je n'eus plus grand-chose à faire avec le bâtiment. Mais voici que je m'y trouve de nouveau engagé jusqu'au cou à cause des lépreux. Vous savez qu'on découvre la lèpre par des signes, des symptômes et des signes. Et là, tout de suite, on attaque le malade. Avec d'abord des examens du médecin, la forme de la maladie et le traitement. Donc le traitement, il y a des traitements de type lépromateuse, tuberculoïde et indifférencié ou bien indéterminé. Borderline aussi. Donc il y a 3 types de formes. Nous avons à peu près, pas à peu près, 72 malades sur place. Vous voyez combien ça vient de 600 et quelques à 72. C'est formidable.
Schweitzer dit que dans le travail du médecin, il faut qu'il donne la place à ses sentiments et qu'il faut que le malade sente que le médecin souffre avec lui, tant pis si le médecin le soit écrevé au point de vue émotion, n'est-ce pas? Mais, il faut alors l'autre côté très positif, et qui est probablement ce que je peux vous dire de plus important, c'est que il m'a dit, on me critique pour la façon dont je maintiens les lieux, les locaux, n'est-ce pas, en m'accusant de refuser de faire pour les Africains un hôpital moderne. Mais, me dit-il, ce n'est pas vrai que j'ai voulu faire un hôpital. Et c'est la clé de tout. J'ai voulu faire un village où on soigne. Si je faisais ce qu'on me demande, je serais 2 fois cruel. Une fois, au moment où le malade arrive, en l'obligeant, alors qu'il était habitué à vivre au contact de la forêt, à vivre dans le béton. Bien. Une deuxième fois cruelle, quand je lui dirais, mon cher, vous êtes guéri, alors qu'il a pris l'habitude de cabinet moderne, d'un robinet, de l'électricité, et je lui dirais, cher ami, vous êtes guéri, retournez dans la brousse. Je serais 2 fois cruel. N'est-ce pas? J'ai voulu faire un village où on soigne. Quand les villages se moderniseront, le lieu où on soigne se modernisera. Mais je ne veux pas en faire quelque chose satellisé, n'est-ce pas? Une espèce de paradis artificiel pour des gens que je détraquerai. Oh, il a été beaucoup critiqué parce qu'il laissait les familles vivre avec les malades. Eh bien, aujourd'hui, ça ne se fait pas seulement en Afrique et à Lambaréné, ça se fait un peu partout. Maintenant, quand on reconnaît, surtout pour les enfants malades, la valeur de laisser les mères avec eux, de leur donner un entourage familial. Les thérapeutiques employées et l'accès aux thérapeutiques modernes étaient en effet peut-être un peu lentes. Et puis la façon très paternaliste dont ils traitaient les malades. Mais le temps était au paternalisme. Je veux dire, on va pas critiquer nos pères d'avoir colonisé l'Afrique. Je veux dire, ils n'ont pas fait que du mal. C'est comme ça, n'est-ce pas? Et c'était une belle aventure. Et ils ont aussi créé des structures tout à fait solides dont maintenant les pays auraient besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut recoloniser l'Afrique, je ne dis pas ça. Mais arrêtons de rougir sur cette période d'expansion de la France. C'est comme ça, n'est-ce pas? Et Schweitzer a été un très beau héros de cette période, à mon avis. L'œuvre accomplie est importante, mais il y a une chose. Je crois que si, à cette époque-là, on avait voulu vraiment faire de Lambaréné un grand centre international qui aurait eu la même répercussion que le nom de Schweitzer, on aurait fait quelque chose de grand. Mais ce que vous avez vu tout dernièrement, c'est ce que nous avons fait après la mort du docteur Schweitzer. Mais le docteur Schweitzer en lui-même, il croyait que ce qu'il avait fait était suffisant. Il voulait vivre dans ces cadres-là. Vous avez vu sa maison. Les lits et tout, c'était d'une simplicité. Je pense qu'il vivait son époque, mais je m'excuse de dire, puisque j'ai le droit de dire la vérité, il vivait au dernier moment une époque qui était révolue, dépassée. Mais pour lui, il croyait que le Gabonais, le Gabon... Je ne me défends contre aucune critique. Peut écrire toutes les bêtises qu'on veut sur moi. Il trouve que je suis trop ancien, eh ben je m'en fous. Après sa mort, selon son vœu, je suis devenu directeur
Et moi, naturellement, je préconisais un nouvel hôpital, mais c'était très difficile seulement de vraiment faire accepter cette idée. Et après, il y avait les années, comme vous dites, les années difficiles pour Max Collet, qui a alors réalisé ce nouvel hôpital. Et je crois que ça, c'était le seul moyen que l'hôpital existe encore, fonctionne et existe encore aujourd'hui. Le principe de Schweitzer a même été étendu au point de vue médical. Nous avons une PMI, c'est-à-dire la protection maternelle et infantile. C'est une voiture où il y a un, comment est-ce qu'on appelle ça, un VSN, qui fait régulièrement quand même une bonne trentaine de villages alentours, hein, qui fait des vaccinations, qui fait un peu de tout, hein, et qui voit, je crois toutes les 6 semaines, il va voir tous les villages. Also nach der letztjährigen Statistik wurden rund 38.000 Patienten behandelt. Davon natürlich ein großer Teil ambulante. Also Personal hat es rund 130 schwarze Angestellte und 22 Expatriés. Dazu gesellen sich dann noch 2 Studenten. In der Regel sind es ein halbes Jahr lang sind es Medizinstudenten aus der Schweiz und die zweite Jahreshälfte sind es 2 Amerikaner aus Boston, von der Universität Boston oder Harvard University Boston. Die Kranken, das ist interessant, die kommen zum Teil aus Port-Gentil, aus Libreville. Sie können auch von einer Gesellschaft, die Erdöl forscht, können sie mit dem Helikopter hierher geflogen werden. Ich habe auch gehört, dass sogar Kranke aus dem Kamerun zu uns kommen, weil das Spital bis in Ostafrika immer noch einen guten Ruf hatte. Was sehr selten geworden ist, das ist, dass Kranke mit der Pirogue ankommen. Dans la province du Moyen-Nogoua, il y a 2 hôpitaux, donc Choiseul et l'hôpital général. Et actuellement, c'est l'hôpital Choiseul qui bat le record compte tenu du bon travail. Il y a des urgences qui viennent de l'hôpital général et qui sont sauvées par des interventions ici à Choiseul. C'est-à-dire qu'à l'hôpital général, ils ont un gynécologue, soi-disant, et qui ne fait absolument rien. Il y a des cas qui viennent là-bas et ils gardent pendant des jours. Quand ils les amènent ici, ils sont presque en danger. Et on essaye quand même de retirer ces patients de ce stade-là, donc à travers des interventions. Actuellement, nous avons 2 médecins qui font de la grande chirurgie, presque comme en Europe. Et dans cet hôpital, les 2 blocs opératoires possèdent du matériel sophistiqué. Ce sont du matériel doté des pays donateurs. Et ensuite, nous avons des interventions qui sont presque tous les jours. J'ai trouvé l'hôpital très joli. Maintenant, mon père, pour lui, c'était surtout l'utilisation. Je ne sais pas ce qu'il dirait de ça, mais je suis certain qu'il serait très satisfait de la manière dont l'hôpital fonctionne. Et probablement aussi content, parce que lui, il a donné beaucoup de temps à la formation des Africains déjà à son temps, mais naturellement, il travaillait avec des gens qui ne savaient pas lire,
Et maintenant, nous avons une autre classe, des gens qui ont une bonne formation, et je crois que ça lui ferait plaisir. Mais en général, vous savez que c'est un miracle que cet hôpital existe encore. Et je me demande toujours si mon père croyait vraiment que l'hôpital allait continuer sans lui. Je pense qu'il y a le mythe Schweitzer parfois qui est très lourd pour l'hôpital et qui freine certainement une ouverture. La plupart des gens qui sont à la tête de la fondation essayent de maintenir ce mythe et je pense que parfois ça a des côtés négatifs, ça freine l'ouverture justement sur des voies un peu différentes. C'est sûr que si on continue toujours dans ce même système, on arrivera à un moment donné où il y aura des conflits internes et où il y aura des problèmes. Parce qu'on ne peut pas toujours maintenir un espèce de système où les Européens sont tous à la tête de l'hôpital. Mais il faut que ces Européens-là se mettent à l'école gabonaise. Et l'école gabonaise, c'est quoi? C'est le dialogue, la tolérance pour arriver à la paix. C'est tout. Il n'y a pas d'autre fétiche. Si j'ai bien entendu, le président de la République lui-même a formulé la demande que l'hôpital Schweitzer reste un hôpital à perspective internationale. Donc ce que nous avons à trouver, c'est des nouvelles voies de collaboration où la responsabilisation de nos collaborateurs gabonais soit mieux prise en compte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous avons vécu jusqu'à présent peut-être trop sous la forme de l'assistance. Et peut-être aussi, je le dis en toute simplicité, peut-être que nos amis, nos collaborateurs gabonais ont attendu, ont laissé venir. Aujourd'hui, il faut que eux et nous, on se réoriente. C'est ensemble qu'il faut trouver le chemin, ou alors on ne le trouvera pas. Cette nouvelle philosophie, naturellement, ne peut se baser que sur l'essentiel de ce que Albert Schweitzer nous a légué. Premièrement, le principe fondamental du respect de la vie. Deuxièmement, un développement intégré, c'est-à-dire qui tienne toujours compte du développement global du pays. Donc, ce que je voulais dire au préalable, les solutions que nous avons à chercher ensemble, ce sont des solutions gabonaises pour aujourd'hui. Ça va bien. Alors, continuez. Comment va-t-il, Jean? C'est elle qui te garde Il faut garder le patrimoine comme il est, pas gabonisé, mais que ça soit toujours internationalisé. Nous sommes en train de préparer un peu cette relève, mais il faut savoir la préparer également, parce que nous n'allons pas prendre un Gabonais à la place d'un Gabonais à la place d'un Gabonais capable. Ce n'est pas parce qu'on est Gabonais qu'on doit prendre quelqu'un à le remplacer. Il faut une certaine dignité de la personne, une certaine responsabilité, qu'on voie vraiment les possibilités, comment nous pouvons faire pour cet homme et qu'est-ce qu'il va faire.
la pensée de Schweitzer et l'action de Schweitzer sont plus nécessaires que jamais au monde d'aujourd'hui. Si vous voulez, on pourrait synthétiser la chose de la façon suivante. Il y a deux lieux où Schweitzer a exercé son rayonnement. D'une part, à Günzbach, c'est le foyer de sa pensée. C'est à partir de là que nous devons continuer à travailler pour que sa pensée rayonne dans le monde entier. Et l'autre lieu, le lieu de son action, c'est Lambaréné. Les deux vont de pair. Laisser tomber Lambaréné, je crois que ce serait préjudiciable à la pensée de Schweitzer. Laisser tomber Günzbach, ce serait préjudiciable à Lambaréné. C'est la communion à la souffrance pour qu'il y ait une communion à la joie. Et alors là, je pense qu'à sa manière, il y a un exemple, comme il y en a tout au long des siècles, d'une manière qui a été la sienne. Et car ça, on ne peut pas le lui enlever. C'est vrai. On ne va pas par romantisme passer 40 ans comme il les a passés, en abandonnant la culture, etc. Ce qu'il avait de dons philosophiques, musical, etc. Bon, ben, il n'a pas eu ça dans sa forêt. À la fin de sa vie, un journaliste lui a une fois demandé, docteur, si c'était à refaire, est-ce que vous iriez de nouveau à Lambaréné? Il a dit non, certainement pas. J'irai dans les slums d'une grande ville, dans les bas-fonds d'une grande ville. Francis Goutlin, lorsque vous avez entrepris ce film, vous étiez intéressé par une figure qui a une certaine ambiguïté. Est-ce que vous avez voulu montrer un grand bienfaiteur façon au XIXe siècle, ou bien une figure morale mondialement connue, ou bien un exemple pour notre temps? Je crois que ce qui était important, c'est de montrer la modernité de Schweitzer. 25 ans se sont écoulés depuis sa mort, et c'est vrai qu'on avait un peu tendance de l'oublier. Premier point. Deuxième point, on avait tendance de le sacraliser. On faisait de Schweitzer une sorte de dieu, alors comme il est déjà quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est cet aspect-là que nous avons voulu montrer, en rencontrant, comme vous avez pu le voir, un certain nombre de personnalités, parce que Schweitzer était et reste le premier médecin du monde. Il a en plus mis en place un certain nombre de techniques de traitement à Lambaréné, notamment quelque chose qui est appliqué maintenant à travers le monde entier, c'est qu'on soigne le malade dans le milieu familial, en compagnie des membres de sa famille. Alors, lorsque vous dites le premier médecin du monde, vous vous comparez avec les organisations humanitaires d'aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Il a vraiment été un précurseur de ce qu'a fait Kouchner ensuite, et Kouchner, qui prépare un livre sur Schweitzer, c'est vraiment inspiré de l'œuvre de Schweitzer pour créer ensuite Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Alors, il y a en effet deux éléments au moins qui sont extrêmement sensibles dans votre film. D'abord, cet investissement personnel, cette horreur de la souffrance qu'avait Schweitzer, n'est-ce pas? Peut-être que ça a été un des moteurs puissants de son action en Afrique. C'est vrai, l'horreur de la souffrance de Schweitzer, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on quitte, comme lui, à 30 ans, une carrière de théologien, de philosophe, d'organiste, de renommée internationale, et qu'on va en Afrique. Et puis, il faut se souvenir aussi un chiffre extraordinaire, c'est qu'il a soigné 300 000 personnes, il a soigné 300 000 Gabonais au cours de sa vie, ce qui représente la moitié de la population gabonaise. Oui, et tout ça parce qu'il a horreur de la souffrance.
Alors il y a un autre aspect, vous avez raison de souligner que c'est sa modernité, parce que j'ai été frappée en voyant le film aussi, de ce qu'il a voulu, non pas créer un hôpital extraordinaire, mais un village où l'on soigne, c'est-à-dire de faire face au problème de la souffrance et de la demande de guérison dans le contexte des gens, et pas dans l'idéal. Tout à fait. Et là, il y a quelque chose qui le différencie de l'abbé Pierre qu'on interviewe également dans le film. L'abbé Pierre, lui, il est parti d'une structure locale qui a essaimé ensuite à travers le monde. Schweitzer, lui, il a créé l'Embarrainais, il s'est contenté à l'Embarrainais parce que l'urgence restait à l'Embarrainais. Il fallait continuer à travailler, le problème n'était pas résolu et toujours pas résolu. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est peut-être quelque chose qu'on peut regretter, c'est que l'œuvre de Schweitzer, il n'y ait pas d'autres hôpitaux Schweitzer à travers le monde. Ceci dit, c'est sa fille, je crois, qui dit à la fin du film, si c'était à recommencer, ce n'est pas l'Embarrainais qu'il choisirait comme lieu. Non, il irait peut-être au Bangladesh, il irait sur d'autres situations d'urgence. Merci Francis Gutlieden. Dimanche prochain, le culte mensuel en plein air d'une paroisse toute proche de Colmar. Nous vous disons donc à dimanche prochain.